Bonjour à tous et surtout bonne année. On espère que vous êtes prêts pour une nouvelle année de folles vidéos avec nous. Et pour commencer l'année, on a décidé de prolonger un petit peu les fêtes avec un sujet qui devrait vous plaire, Walt Disney. Alors dis Clio, c'est qui Walt Disney? Clio? Clio? Eh oh, y a quelqu'un? On va se calmer. Tout de suite, descendre d'un ton. Ouh là là, donc je crois qu'il y en a une qui a un peu abusé du nectar hier soir, hein. Je ne peux pas répondre à votre question. Oui bon écoute, là Clio ça fait vraiment pas très pro, hein, surtout pour commencer l'année. Bon après si t'es pas là, moi ça me dérange pas, hein. Je peux parler des boules à facettes, je peux parler de disco, y a aucun souci, hein. Ah non, tout mais pas le disco, j'ai trop mal au crâne. Ah bah tu vois quand tu veux. Alors dis Clio, c'est qui Walt Disney? Walter Disney, né en 1901, mort en 1966, fils d'Elias Disney avec qui il refuse d'aller fabriquer des confitures en 1919 pour aller faire des dessins animés, quelle idée, puis connaître le succès avant de créer le parc Disneyland et de mourir riche. Voilà, bon allez, bisous, hein, moi je retourne me coucher. Merci Clio, mais t'as pas d'autres trucs à ajouter, je sais pas. Le type est un symbole, l'Amérique, le XXe siècle. T'aurais pas quelques infos supplémentaires? Bon ok, ça va. Tu l'auras voulu, je sors mon super plan de dissertation en 4 parties. Tu veux parler de symboles et d'Amérique? Eh ben on va parler de l'histoire de l'Amérique à travers l'œuvre de Disney. Prête pour le feuilleton? Première partie, Blanche-Neige et l'American Dream. Pour beaucoup, la vie de Walt Disney est un symbole de réussite, elle est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle le rêve américain. Ou de l'American Dream, pour ceux qui ont un accent acceptable. C'est l'idée que tout type lambda peut accomplir tout ce qu'il souhaite avec du travail et de la volonté, une sorte de mythe de l'histoire américaine. Les États-Unis étant vus comme une terre promise où tout est possible. Alors évidemment, c'est seulement un mythe, mais le rêve américain reste toujours bien présent, d'autant plus qu'on trouve pas mal d'exemples pour l'illustrer, dont ce cher Walt Disney, si je comprends bien. Oui, il correspond pile au profil. Il vient d'une famille de la classe ouvrière peu fortunée. Il a réussi grâce à la force de son travail. Et il faut reconnaître qu'il s'est bien battu pour atteindre son rêve. En revenant de la Première Guerre mondiale, il va refuser de rejoindre son père dans sa fabrique de confitures pour faire ce qu'il aime, à savoir dessiner. Il est fasciné par le cinéma et il va profiter de ses week-ends pour réaliser des sortes de courts-métrages animés qu'il va même réussir à vendre à des cinémas. Et il ne se laisse pas décourager par les échecs. Quand sa toute première entreprise fait faillite, en 1923, il rejoint son frère Roy à Los Angeles avec qui il crée une nouvelle société, les Disney Brothers, qui devient vite Walt Disney Studios. Il a un peu la grosse tête en fait, non? En tout cas, il invente alors une petite souris qui aura un tout petit peu de succès, Mickey. C'est fou, il arrive à synchroniser parfaitement son et image, à tel point que le son fait partie des gags et n'est plus seulement un fond sonore. Petite révolution dans le monde du dessin animé. Et puis au même moment, son frère Roy a une idée de génie, embaucher un commercial pour vendre des produits dérivés. En fait, il y a une véritable stratégie marketing autour de Disney. L'art et le marketing sont-ils indissociables? Vous avez 2 heures. Enfin bon bref, ça marche. En 1928, en pleine folie autour de Mickey, il n'a même pas 30 ans, il est déjà célébré comme un génie de l'animation. Mais alors, pourquoi tant de succès? Eh bien, ces animations plaisent à l'Amérique des années 20. Mickey est un personnage qui renvoie aux Américains une image qu'ils aiment avoir d'eux-mêmes. Il a un esprit frondeur, il se sort toujours des problèmes qui s'attirent, il est un peu dragueur. Ce n'est pas tout, à l'époque, à la fin des années 20, débute la Grande Dépression, à savoir une période très difficile pour une grande partie de la population américaine après la crise financière de 1929. Quand ça va mal, on veut se divertir et Mickey incarne l'espoir qu'on va finir par s'en sortir. D'ailleurs, Walt Disney a de l'ambition et même beaucoup d'ambition. En 1934, il veut pousser encore plus loin l'innovation en créant un long métrage animé qui ne sera plus une suite de gags mais qui aura bel et bien une histoire. Bref, il veut faire pleurer dans les salles de cinéma en adaptant une histoire que vous connaissez bien, l'histoire de Blanche-Neige. Soit 3 années de production, un budget qui explose, une équipe de près de 600 personnes qui travaillent sur 24 images par seconde, soit en tout 200 000 dessins.
Les journaux de l'époque appellent ça la folie de Disney et son entourage reste très sceptique. Mais le 1er décembre 1937, jour de la première, c'est le triomphe absolu. Tout est exceptionnel, notamment le réalisme des décors, des personnages et des animaux. Et surtout, Disney a atteint son but, véhiculer à la fois une histoire et des émotions. Même Clark Gable aurait pleuré à la mort de Blanche-Neige, c'est dire. Et entre les billets d'entrée au cinéma et les produits dérivés, c'est un véritable succès commercial. Dès 1938, le film sera même dans les cinémas parisiens. Bref, à force de travail, Disney a réussi son rêve un peu fou. Il incarne bien ce modèle de l'américain ambitieux qui réussit en partant de rien. Même si on sait aujourd'hui que Walt a pas mal reconstruit sa biographie au cours de sa carrière, notamment autour de ses origines ouvrières dans la campagne américaine. N'empêche que c'est quand même un sacré succès. En fait, le seul point noir, c'est que l'animation va encore mettre un bon bout de temps avant d'être vraiment reconnue comme une forme d'art. Et oui, aux Oscars de 1938, malgré l'énorme succès de Blanche-Neige, Disney reçoit seulement un Oscar d'honneur. La première nomination d'un Disney pour l'Oscar du meilleur film, c'est en 1963 avec Mary Poppins. Deuxième partie, Walt Disney, le chef d'entreprise et la chasse aux sorcières. Disney se lance dans des projets toujours aussi ambitieux, dont le fameux Pinocchio qui sort en 1940. C'est encore un triomphe et en partie grâce à des prouesses techniques pour tous les passages qui se passent sous l'eau. Mais le contexte qui était si favorable à ce cher Walt change. La Seconde Guerre mondiale commence en Europe et forcément les recettes là-bas sont quasiment nulles. Et le problème, c'est que Pinocchio et les autres projets du studio coûtent extrêmement cher. Et puis il est pas tout seul dans l'affaire, ce cher Walt. Et non, avec le succès, l'équipe des studios Disney comprend plus d'1 millier de personnes. Disney a d'ailleurs fait construire de nouveaux studios à Burbank, au nord de Los Angeles, qui sont toujours ouverts aujourd'hui. L'endroit a été conçu comme un monde en miniature, avec théâtre, restaurant, bar, gymnase et même un entraîneur. Tout est fait pour vivre, penser, travailler Disney et construire une sorte de petite communauté idéale. Alors c'est vrai que vu comme ça, ces studios ont l'air assez paradisiaques. Mais les choses n'y sont pas si roses que ça. La hiérarchie y est très forte, le contrôle sur les employés également. Les différences entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires sont vraiment énormes. Or, au même moment, il se passe quelque chose de très important dans le monde du cinéma américain, la création des syndicats. Clio, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions ? Oui, les animateurs qui font les dessins n'ont longtemps pas été très bien considérés dans le monde du cinéma, mais les années 1920 et 1930 changent les choses. L'animation est devenue un business, grâce au succès de Disney notamment, et emploie beaucoup de monde. Avec la crise financière de 1929, beaucoup de salaires ont chuté à Hollywood. Tout ça a conduit à la création de plusieurs syndicats, c'est-à-dire des groupements de personnes qui défendent les mêmes intérêts. La Screen Cartoonists Guild défend les animateurs. Or, à l'époque, 50% des animateurs à Hollywood étaient employés par Disney. Et comme l'ambiance était pas au top dans les studios, l'idée a séduit pas mal de monde. En apprenant que ses salariés se syndiquaient, Walt Disney a prononcé la bourde de sa vie dans un discours assez peu sympathique. J'ai toujours pensé et penserai toujours que les hommes qui contribuent le plus à l'organisation devraient, par respect, avoir des privilèges. Ma première recommandation à vous tous, faites le ménage chez vous. Vous ne pouvez rien accomplir en restant assis à attendre qu'on vous dise ce que vous devez faire. Ouch, pas étonnant qu'une grève se déclenche en mai 1941. Et elle durera plus d'1 mois. Pour Walt Disney, tout ça c'est la faute des communistes. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul patron à Hollywood à penser comme ça. En fait, il y a un fort anticommunisme qui règne dans le milieu. Et ce, notamment depuis que les syndicats se sont formés et ont commencé à mener des grèves, même si les meneurs de ces grèves ne sont pas forcément communistes. En fait, l'ambiance générale aux États-Unis est à la peur du communisme, surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le début de la guerre froide. On commence à imaginer des agents de l'URSS partout, y compris à Hollywood. En 1947, Walt Disney témoigne même devant la commission des activités anti-américaines, à laquelle il donne les noms des leaders de la grève de 1941, sans avoir aucune preuve de leur appartenance au parti communiste. 6 ans plus tard, on peut dire qu'il a la rancune tenace. Et il n'est pas le seul, puisqu'à cette époque, et pas seulement dans le monde d'Hollywood, beaucoup de personnes qui sont suspectées d'être communistes vont perdre leur travail. Cette traque au début des années 1950 est même qualifiée de chasse aux sorcières. Mais Walt, lui, s'est vite désintéressé de la politique, qui ne l'a jamais vraiment passionné plus que ça. Troisième partie, Mary Poppins et les 60s.
Bon, quittons le monde merveilleux de l'entreprise, tu veux ? On a vu que dans les années 1920 et 1930, Disney et ses dessins animés étaient en phase avec la société américaine et qu'ils renvoyaient aux Américains une image d'eux-mêmes qui correspondait au contexte de l'époque. Or, l'Amérique des années 1950 et 1960 est très différente. On entre dans une période de prospérité économique avec de nouvelles valeurs et de nouveaux combats. Oui, donc plus clairement, les fans de la première heure sont devenus vieux. Et on a d'autres problèmes à cette époque. Par exemple, débute une lutte acharnée contre la ségrégation. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les États-Unis séparent encore strictement blancs et noirs qui n'ont pas les mêmes droits. Or, Walt Disney passe complètement à côté en voulant adapter les contes de l'oncle Remus, d'un auteur américain, Joel Chandler Harris, dans La Mélodie du Sud. Il met en scène esclaves et maîtres dans le sud des États-Unis. Le film ignore complètement les événements contemporains et le passé esclavagiste des États-Unis, alors même que l'acteur principal du film, qui est noir, ne peut pas assister à la première du film, puisque le cinéma où elle se déroule est réservé aux blancs. Donc autant dire que le film n'est pas très bien reçu par une partie de la population. Rebelote avec Mary Poppins qui sort en 1964, le célèbre film qui met en scène une gouvernante qui vient régler les problèmes d'une famille dont les parents ne se préoccupent pas de assez de leurs enfants. Alors certes, Mary Poppins est célébrée dans le monde du cinéma, avec notamment 13 nominations aux Oscars. Le film est cependant critiqué, et le style de Disney également. On reproche à Disney de défendre des valeurs extrêmement traditionnalistes, de créer des films qui manquent de diversité, voire même de faire preuve de racisme ou de sexisme. Bref, d'être très conservateur face à une nouvelle génération américaine en rébellion contre ces mêmes valeurs. Finalement, après presque une trentaine d'années, un fossé s'est creusé entre Disney et une partie de son public. Mais ça marche toujours, hein. Il y a bien un décalage entre la société américaine telle qu'elle est à cette époque et avec le monde complètement aseptisé de Disney. Mais ce décalage est totalement assumé et les héros de Disney continuent de faire rêver. Quatrième partie, Disneyland et la société de consommation. Bon, après, Disney n'est pas totalement non plus en décalage avec la société des années 50 et des années 60. Pour preuve, la nouvelle idée qu'il va avoir et qui aura un succès phénoménal. Et cette idée, c'est Disneyland. Tadam! L'Amérique a envie de s'amuser. Dans cette période de prospérité économique dans laquelle les Américains ont gagné en pouvoir d'achat, ils veulent une chose, du loisir. De plus en plus d'Américains ont aussi une télévision, et en bon maître du show et du teasing qu'il est, Walt Disney a bien compris qu'il fallait profiter de ce nouveau médium pour faire la promotion de son futur parc. Avec son frère, il arrive à convaincre une chaîne d'avoir une émission de télévision dans laquelle il va présenter à chaque émission une nouvelle partie du parc. Grâce à la télé, il va ainsi pouvoir toucher plus facilement les familles, à tel point qu'en 1955, le jour de l'ouverture, c'est la cohue totale. Il y a même des embouteillages monstrueux sur la route. Mais alors Clio, pourquoi ça marche ? Parce que Disney propose quelque chose de très différent de ce qui existe déjà. À l'époque, il y a des fêtes foraines, mais ce sont des endroits franchement pas fréquentables pour les familles. Disneyland, c'est un petit monde merveilleux, fermé mais sécuritaire, dans lequel on peut totalement faire abstraction des problèmes du quotidien. D'ailleurs, tout ce qui pourrait être problématique est évacué. Par exemple, dans la partie western de Disneyland, il n'est question que de réconciliation entre les cow-boys et les Indiens. Les gens sont au rendez-vous avec 5 millions de personnes par an dans les années qui suivent l'ouverture du parc. Disneyland devient même le passage obligé des dignitaires étrangers et il paraît que même Nikita Khrouchtchev, qui est à la tête de l'URSS, aurait dû y passer et qu'il était très mécontent quand les autorités américaines ont annulé sa visite au parc pour des raisons de sécurité. Bref, Walt Disney a réussi à construire un temple de la consommation en profitant de l'évolution de la société américaine. Après avoir réussi à faire du dessin animé un art à part entière, à transporter les acteurs de Mary Poppins dans des dessins animés, il va carrément placer le public dans un monde imaginaire dans lequel il peut rêver et s'amuser. Et c'est pour ça qu'il existe toujours un engouement autour de Disney aujourd'hui. Non seulement le personnage a accompagné l'histoire des États-Unis, mais en plus on aime toujours les gens qui nous font rêver. Cette vidéo sur Walt Disney est finie, on espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, surtout n'hésitez pas, Clio se fera un plaisir de vous répondre. On vous souhaite encore une très bonne année et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Clio. À bientôt!
Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.